Je le dis sans détour, l'avenir est à l'IA locale. Il existe de nombreuses solutions que l'on a déjà vues comme Ollama, animé par la communauté, ou Foundry Local, propriété de Microsoft. Nous allons voir aujourd'hui une autre solution développée par une société française, gratuite, mais qui est orientée composants de haut niveau. Traduire un texte, le corriger, le résumer, quelques lignes de code. Faire du RAG sur du texte ou des images, quelques lignes de code. Extraire les données de votre note de frais, quelques lignes de code. Vous l'aurez compris, ce kit de développement est orienté solution. Et pour nous le présenter, je reçois Loïc Carrère, fondateur et principal développeur de ce kit, le lmkit.net. Alors, devdevdev.net, épisode 76, c'est parti! Bien, et bonjour et bienvenue pour ce 76e épisode de devdevdev.net. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et pour une fois, on va pas parler d'un projet de Microsoft, ni d'un projet d'un Américain, mais d'une société française qui est basée du côté de Toulouse. Qui s'appelle lmkit, si je ne m'abuse. Et donc j'ai la joie de recevoir son fondateur, je pense, en la personne de Loïc Carrère. Bonjour. Bonjour Richard, merci pour l'invite. Effectivement, je suis le fondateur et développeur principal pour l'instant, je fais un peu les deux. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, alors c'est vrai que nous, on avait présenté, au tout début, on avait présenté Semantic Kernel, on avait présenté également Foundry Local, puis Ollama, bien entendu. Ollama et Foundry Local qui avaient la caractéristique de pouvoir faire fonctionner des LLM et des SLM en local. Et donc, ton outil, justement, lui, fait la même chose, c'est-à-dire, avec un positionnement un petit peu légèrement différent. Ouais, on a un positionnement un peu différent. Donc lmkit, c'est un SDK.net pour l'instant, qui réunit l'inférence multimodale, des composants LLM prêts à l'emploi, pour ne pas dire, je vais pas utiliser le terme d'agent, sinon je vais me faire engueuler par les puristes de l'agentique. Et tout ce qu'il faut pour construire du RAG, des agents et des fonctionnalités IA spécialisées, quoi. Et donc ça s'intègre à 100% dans une application .NET. Il n'y a qu'un seul package Nugget. Donc vous chargez un Nugget et vous avez toutes ces fonctionnalités. Il n'y a aucun conteneur externe. Donc pas de Ollama, pas d'API REST. On est vraiment dans le domaine d'application, in process, en utilisant le même espace mémoire que votre appli, le même REDPOol et tout ce genre de choses, quoi. Donc c'est un mix de C# et de code natif C++, quoi. D'accord. Donc pour préciser comment est né ce projet, en fait, lmkit, c'est un petit peu la start-up d'un groupement d'entreprises dans lequel elle fait partie. Et ces boîtes, elles opèrent dans le domaine du traitement des données, quoi. Et donc, on a eu une forte demande sur l'IA générative, hein, comme beaucoup d'entreprises qui développent des logiciels. Mais nos clients, précisément, eux, vraiment, 80%, c'était... nous, on peut pas envoyer des données dans le cloud, quoi. Donc, il nous faut du local, il nous faut de la souveraineté, il nous faut tout genre de choses. Donc, pour nous, c'était pas top d'imaginer un système où on était des fois avec du local, des fois du distant. Parce que d'ailleurs, c'est pas du tout le même développement, c'est pas les mêmes modèles. Donc, on voulait vraiment un système unifié qui fonctionne bien. De la même façon pour tout le monde. Donc on a commencé à prototyper, donc ça c'est il y a 2 ans. Hein. On a commencé à prototyper, à regarder un peu ce qu'il y avait. Donc évidemment, on est en .NET, on est allé faire un tour chez Semantic Kernel. À l'époque, Semantic Kernel, c'était quand même bien axé OpenAI. C'était pas hyper évident de se connecter à des systèmes d'inférence locales.
Et surtout, il y avait des cycles de dépréciation et Ouais. de bêta, enfin de trucs expérimentaux. À chaque fois qu'on faisait un truc, 2 mois après, fallait pas refaire. On apprenait des choses, on était content, mais on tournait un peu en rond, quoi. Et surtout, on s'est vite rendu compte qu'on avait vraiment besoin d'avoir la main sur le système d'inférence. Pourquoi? Parce qu'on était en local. Faut vraiment se mettre 2 années en arrière, hein. 2 années en arrière, on n'avait pas du tout la performance qu'on a aujourd'hui avec les modèles locaux, quoi. On était vraiment sur des premières versions. C'est hyper instable. Il y avait des répétitions dans tous les sens. On pouvait pas faire grand chose avec. Donc, en prototypant, quand même, on s'est rendu compte, en ayant la main sur le système d'inférence. Par ça, comment dire, pour préciser, le système d'inférence, c'est vraiment la boucle d'inférence locale qui va vraiment générer token après token et mettre en place toute la mécanique derrière qui va faire du sampling, quoi, hein, qui à partir de logis va décider quel token on utilise. Donc en ayant la possibilité vraiment de travailler sur cette boucle d'inférence, on avait la possibilité d'en tirer quelque chose. Et là, clairement, il n'y avait pas d'outil. Ouais. On ne pouvait pas faire ça avec du Oliama, on pouvait faire ça avec rien du tout. Donc on est parti un peu d'une page blanche en utilisant une librairie de tensor qui s'appelle JGML, hein, et qui part dessus Oliama CPP. C'est assez connu dans l'inférence locale. Donc on a fait un fork de ça. Et puis on a commencé à travailler avec et on a lancé des projets des projets d'ingénierie, d'innovation continue pour essayer d'améliorer les performances. Donc il faut savoir que, en tout cas nous, dans le domaine dans lequel on opère, la question qu'on se pose, c'est les LLM, à quoi ça peut nous servir? Qu'est-ce qu'on peut résoudre comme problème qu'on ne résolvait pas déjà? Vraiment à quoi ça sert, quoi. Donc nous, dans notre domaine, on fait beaucoup de traitement du langage, comme dans beaucoup d'applications en fait, hein, aujourd'hui. Donc on fait beaucoup d'extraction structurée, de la classification, de la traduction aussi, de la réécriture de texte, de l'extraction de mots-clés, en résumé, synthèse, détection de langue, tout ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pu jouer un petit peu avec, et c'est vrai que ce qui est agréable par rapport à des frameworks qui existent, comme justement Semantic Kernel ou comme le Agent Framework de Microsoft, qui sont vraiment, j'allais dire, des frameworks que j'appellerais théoriques, quoi. Avec votre outil là, on a quelque chose qui est vraiment dans le concret, quoi. C'est-à-dire que on veut faire du RAG, on a les classes qui font du RAG. On veut faire de l'analyse de sentiments ou d'émotions, ou ce genre de choses. On a les classes qui correspondent, quoi. C'est vraiment orienté produit, orienté, oui, j'allais dire dans du vrai concret, quoi. Ouais, on a aussi cette approche théorique, hein, parce qu'on veut l'avoir. Mais là, ce que tu décris, nous, on le qualifie comme des composants LLM prêts à l'emploi. On ne parle pas d'agents, on se retient de parler d'agents. Avant, on parlait d'agents et puis on se faisait rattraper, quoi. Et puis on a compris pourquoi. Mais là, vraiment, on est sur des composants LLM prêts à l'emploi. Et derrière, on les a classés en 3 catégories. Extraction, classification et génération, quoi, ce qui est vraiment propre à l'IA générative, quoi. Et c'est souvent en fait les 3 catégories qu'on a dans l'IA, notamment qu'on fait du traitement du langage. On est souvent soit sur des problématiques d'extraction, classification ou génération, transformation, plus précisément. Et donc nous, on a développé on a développé 3 systèmes d'inférence en fait, hein, pour ces 3 catégories. Et dessus, on va plugger des composants avec une approche très rigoureuse, quasi scientifique, hein, avec des cycles d'observation, expérience, interprétation. Et quand ça marche, quand on valide, quand on a des benchmarks avec des super niveaux,
on passe en public, quoi. Donc c'est tous ces Mhm. outils-là que tu vois, que tu peux voir dans le SDK. Mais on a aussi vraiment l'approche théorique parce qu'on fournit pas mal de, enfin théorique, Ouais, bah, c'est un peu un abus de langage, mais disons qu'on fournit tout ce qui est bas niveau pour vraiment expérimenter avec tout ce que nous offre en fait l'IA générative, hein, c'est-à-dire si vous voulez bâtir votre propre système d'inférence, vous pouvez y aller token par token, vous pouvez mettre en place vos propres mécaniques de sampling ou en réutiliser, mettre en place vos propres mécanismes ça s'appelle c'est difficile en français, mais de biais. On parle de biais, c'est-à-dire on va retravailler les valeurs de chaque logit en fait pour inférer, pour forcer les modèles les systèmes de sampling et ben, à choisir les bons tokens quoi. mhm. Euh, donc vraiment on essaye de fournir tout ce qu'il faut pour des équipes d'ingénieurs, de chercheurs. On travaille avec des universités qui sont qui essayent de faire des travaux de recherche justement sur il y a de nouvelles méthodes de sampling. J'utilise notre produit, on fait pas mal d'itérations et puis voilà, ils sont contents. Donc voilà, comme je disais, on est sur plusieurs niveaux. Alors, si on doit faire l'effort de se positionner sur quatre domaines, on est un petit peu full stack. C'est encore un abus de langage, mais comme il y en a souvent, hein, c'est Mhm. difficile d'en utiliser d'autres. Enfin, l'idée, c'est on essaye de tout fournir du modèle à l'orchestration. Mhm. C'est-à-dire qu'on vous fournit des modèles, un catalogue de modèles, parmi lesquels ce sont tous des modèles open source. Donc on les intègre dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, on essaye de l'intégrer, on revoit nos méthodes de sampling, on revoit nos systèmes d'inférence, on vérifie que nos benchmarks ils produisent des valeurs assez hautes, un petit peu de prompt engineering de temps en temps. Et on intègre. Mais on fournit aussi nos propres modèles. C'est-à-dire derrière, on va fournir des modèles où il y a des modèles avec du fine-tuning, quoi, mais avec une architecture un petit peu particulière. C'est assez sympa. C'est qu'avec le même modèle de fondation, derrière, on va charger des adaptateurs à la volée. En gros, vous chargez un seul fichier, et ce seul fichier, en fait, derrière, c'est un multimodal, c'est-à-dire qu'il va traiter à la fois de l'audio et, du texte et de l'image. Mhm. Et puis avec des adaptateurs qui se chargent à la volée en fonction de la tâche du LM spécialisé qu'on va utiliser, quoi. Et D'accord. ça nous permet de faire un petit peu bon, encore un abus de langage, mais c'est un petit peu de l'orchestration très simple, mais qui permet en fait très rapidement, sans avoir à charger et décharger des modèles, de faire plusieurs traitements différents. C'est comme si on avait 15 modèles différents alors qu'on n'en a qu'un, quoi, Mhm. d'un point de vue de l'utilisateur. Donc ça, c'est la partie modèle. Donc on fournit évidemment le moteur d'inférence. Donc on va travailler sur plusieurs standards de modèles. On supporte évidemment le format GGUF, hein, qui est assez connu maintenant, mais aussi OneNX. Pas pour les LLM encore, j'expliquerai plus tard parce qu'on supporte d'autres types de modèles. Mais on va vraiment utiliser deux backends, ONNX et GGML, et derrière on développe le système d'inférence de haut niveau, quoi. C'est vrai que quand Euh, on va sur le site, là, on peut voir l'ensemble des modèles qui sont supportés, il y en a une tripotée, quoi. Hein. C'est pas comme Foundry local où il y en a qu'une et quinzaine. oui, Il y en a, je sais pas combien il y en a d'ailleurs actuellement, mais il y en a vraiment une tripotée, quoi. Foundry Local, il supporte que ONNX. Ouais. Et c'est pas super pratique d'exporter sous ONNX et Ouais. surtout le système d'inférence derrière, il est un petit peu bloqué à ce que ONNX peut faire quoi.
Là, nous, on accède directement au tenseur, on charge juste des tenseurs en mémoire, et derrière, on va implémenter le graphe, on va faire les opérations comme on a envie, quoi. En Onyx, c'est pas la même chose, et surtout, c'est assez compliqué de porter toutes les architectures de modèles sur ce format. Donc souvent, c'est l'éditeur qui le fait, et ils le font pas tous, et puis quand c'est fait, généralement, c'est fait assez vite, quoi. Donc c'est pas, pour moi, c'est vraiment pas idéal. Et en tout cas, Ouais. du point de vue du développeur à la fin, ce qu'il a entre les mains, même s'il a du Foundry local ou n'importe quoi qui fait de l'inférence sur un système, sur un moteur ou un NX, pardon, un modèle ou un NX, derrière, il n'a pas la main sur grand-chose. Et donc ça, pour augmenter la précision et la vitesse, c'est souvent nécessaire en local. Il y a peu de moyens d'action, quoi. Donc le standard vraiment idéal pour, en tout cas de mon point de vue, si on n'est pas en Python, c'est ce format GUF, quoi. D'accord. Donc nous, on a aussi notre propre format qu'on a rajouté au-dessus, mais qui est plus une enveloppe. En gros, c'est un fichier zip avec des formats qui peuvent être différents à l'intérieur et des métadonnées qui nous permettent de savoir en fait quel type de modèle ou sous-modèle fait quoi, quel type d'adapteur fait quoi, et derrière on va travailler là-dessus, quoi. Donc c'est pas vraiment un format, mais c'est disons quelque chose qui nous permet de juste donner un fichier et dire à l'utilisateur, ok, tu fais abstraction de toute la complexité, tu charges ton modèle par la même méthode qui permet de charger de l'ONNX ou du GGUF ou du GGML ou n'importe quel autre format, et tu fais des trucs avec, quoi. D'accord. Donc le troisième domaine, c'est les agents de tâches. Donc c'est ce que j'expliquais en introduction. C'est là vraiment où on va développer des outils spécialisés. Et donc c'est des classes spécialisées et aussi des modèles spécialisés, hein. C'est pour ça que là, je me suis permis de laisser agents de tâches parce que ça reste fondamentalement des agents, hein, parce que derrière, en gros, c'est des LLM qui des fois sont équipés de tools, qui font un petit peu de planification qui ont de la mémoire et qui sont orchestrés par par des algorithmes complexes qui sont presque des systèmes experts, quoi. Et ensuite, donc, l'orchestration, hein, l'orchestration, ça a plusieurs sens, hein. Surtout chez Semantic Kernel, c'est un sens qui mais je sais pas trop où ils vont là-dessus. J'ai un petit peu arrêté de regarder, mais on fait de l'orchestration pour pour préciser le type d'orchestration qu'on fait. Ça permet, avec cet outil, vous faites du workflow, hein. J'aime bien diviser les workflows et les tâches. Le LLM apporte beaucoup de valeur ajoutée dans le workflow, un peu moins dans les tâches. Donc on fournit ce qu'il faut pour faire des workflows de RAG, avec du tool calling, du MCP, des API, il y a un peu tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment la dimension agentique qu'on développe en continu, et c'est disons que c'est notre roadmap de l'année prochaine, quoi. C'est d'aller beaucoup plus loin, se rapprocher un petit peu de systèmes comme LangChain, quoi, hein, qui font un fabuleux job, qui commencent à pousser des standards, mettre en place vraiment des patrons d'architecture, quoi, qui commencent à être adoptés. Donc maintenant que c'est plus des conventions que des standards, mais maintenant que c'est là, nous, on se sent, comment dire, assez serein d'y aller, sans avoir un petit peu l'inquiétude de déprécier, parce que nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre comme une petite société. Si on déprécie, nos clients, ils nous disent, salut les gars, on va voir ailleurs, quoi. Non, on n'est pas Microsoft, quoi. Ouais. Juste un truc, au niveau du moteur d'inférence, donc ça supporte le CPU bien sûr, les GPU. Au niveau des GPU, c'est Nvidia uniquement ou Oh non, au niveau en fait, on a plusieurs backends. Idéalement, si on est sur Windows, Linux, ce qui marche le mieux quand même, c'est les cartes Nvidia.
Mais derrière, on va supporter un petit peu tous les types de GPU, et bientôt les NPU, qui est un petit peu le nouveau coprocesseur arithmétique pour calcul matriciel, quoi. Mhm. Mais bon, on a un backend vraiment dédié à CUDA. Et si on n'utilise pas ça, derrière, on va utiliser les API de Vulkan. Et derrière, ça nous permet d'attaquer n'importe quel type de GPU, quoi. Il n'y en a D'accord. pas que je connaisse pas, donc ça marche vraiment avec n'importe quel type de device derrière. Et puis sous Mac, on est sur Metal, quoi. Mhm. D'accord, ouais, donc Euh, ça marche sous Windows, sous Mac et sous Linux. ah oui, oui, ça marche sur Windows, Mac, Linux, même Ouais, API, même set d'API, il y a pas de différence, quoi. d'accord. Bon. C'est bien de le préciser. Ouais, ouais, il y a plein de trucs. À chaque fois, il y a plein de trucs à préciser, mais je sais pas Ouais. trop de quoi parler parce qu'on a beaucoup bossé, on a fait plein de trucs. Je sais même plus ce qui est important maintenant. Je découvre au gré des discussions, quoi. Donc, si on veut se positionner, donc là, le positionnement que je propose, c'est vraiment dans un paradigme LLM, quoi, parce que Mhm. nous, l'idée, c'est de vraiment donner un framework IA. On ne veut pas faire que du LLM parce que on n'est pas à l'état de l'art en fait sur plein de trucs avec des LLM. Mhm. Même si on s'y rapproche, même si on peut faire du traitement à la marge, mais si on veut vraiment faire des systèmes très spécialisés, très robustes dans des domaines bien précis, le LLM, il est souvent pas à l'état de l'art, quoi. Mais par contre, il se rapproche de plus en plus. Et surtout, ça permet d'accélérer la mise sur le marché, quoi. Avec un même outil, avec une approche 100% LLM, aujourd'hui, tout le monde l'a vu, il y a plein de trucs qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant, quoi. Mhm. Mais c'est pas forcément le meilleur moyen d'obtenir, comment dire, la meilleure précision et les meilleures performances en termes de rapidité, quoi. Donc purement, comment dire, dans un paradigme LLM dans l'écosystème.net, nous on identifie trois concurrents entre guillemets parce qu'on n'a pas la prétention d'être concurrent de Microsoft. Donc c'est Semantic Kernel évidemment, Oliama et Foundry Local, quoi. Donc moi j'aime bien dire que LLMKit c'est un petit peu Semantic Kernel plus Oliama et des composants LLM prêts à l'emploi. Mhm. Voilà, l'idée c'est de fournir un peu un produit tout en un et ce qui nous offre évidemment les avantages d'avoir un système complètement intégré. Et dès qu'on a quelque chose à développer, on les développe en retravaillant les couches composants ou inférences et c'est super confortable, quoi. On a fait beaucoup d'ingénierie qui nous permettent de produire vraiment des outils qui sont ultra rapides et surtout avec un degré de précision je pense qu'on ne peut pas atteindre juste en séparant en fait strictement la couche inférence et la couche d'orchestration, quoi. Mhm. Donc aujourd'hui, un outil qui est sorti récemment, Foundry Local, hein. Ouais. Je sais pas trop où ça va, je comprends pas trop le modèle de licence. Au début, j'ai eu un peu peur quand j'ai entendu que ça sortait. Je me suis dit mince, bon voilà, ils font comme nous, et c'est Microsoft, et puis on est foutu. Donc j'ai regardé, et puis on n'est pas foutu. On n'est pas foutu, on est même assez confiant. On est confiant parce on apporte beaucoup d'ingénierie, hein. Les LLM, c'est pas magique. Et quand on veut développer quelque chose avec un LLM, on va se rendre compte qu'on a des résultats assez chouettes assez rapidement. Mais on se rend compte aussi que on a besoin de régler les problèmes que les clients lèvent, on a besoin d'augmenter la précision. Et là, pour augmenter le gain, ça peut être complexe. Il faut une stack technique, quoi, hein. Mhm. Il faut aller développer dans du NLP, hein. Donc il y a beaucoup d'algorithmies, il y a beaucoup de code, hein. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a du traitement d'image. Le traitement d'image, c'est pas simple.
Il y a de l'OCR, il y a la compréhension de layout si on travaille avec des documents. Donc voilà, nous, Il on y a de travaille l'audio autour de... aussi. Ouais, il y a de l'audio. Ouais. Nous, l'audio, on ne touche pas pour l'instant. Enfin, si, on est un peu touché. On Si, est un si, peu touché. il y a un exemple hein, dans Ouais, le. Je ouais, me suis ouais, amusé avec. Ouais. ouais. Ouais, ouais, il y a de l'audio, mais bon, on n'est pas vraiment expert, on n'est pas expert là-dessus, même si on est content de ce de ce qu'on a réussi à sortir. Mais souvent, bah, dans l'industrie, la demande, elle est plus autour de la donnée et du document, quoi, hein. Ouais, ouais, L'audio, c'est beaucoup moins, on nous demande très rarement, quoi. ouais, ouais. Donc nous, on a 20 ans d'expérience dans le développement de composants.net, bon, autour de la chaîne graphique, si je peux dire, dans le document. Donc enfin, on a développé, c'est pas la même équipe, mais moi, enfin, c'est moi qui ai fondé ces outils-là, qui ont été montés avec des équipes d'une trentaine de personnes, où derrière, on a implémenté la spécification PDF, le DocX, le doc, une centaine d'autres formats, plein de normes différentes. On a développé des systèmes OCR, tout ce qui était inhérent au cycle de vie du document, signature électronique, tout ce genre de choses. Et donc tout ce genre de choses, on se rend compte que finalement, ça peut être vite nécessaire quand on utilise des LLM, quoi. Le LLM va pas tout faire tout seul. Par exemple, si vous voulez mettre en place un bon système de RAG et que vous voulez mettre des PDF en entrée, extraire du texte d'un fichier PDF, bon courage. C'est l'enfer, c'est absolument l'enfer. Il y a pas de notion pas vraiment de notion de texte dans le PDF. C'est pas comme les formats Word où derrière on a des Ouais. niveaux avec des runs, des paragraphes et des sections. En PDF, par exemple, il y a que des glyphes et vous mettez des glyphes sur un écran à des endroits bien précis. Point. Et vous devez recomposer toute une structure logique à partir de ça. Donc évidemment, il y a plein de librairies open source, il y a plein de trucs qu'il faut pour ça, mais clairement, il y a rien qui marche correctement, quoi, hein. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup d'analyses. Il y a beaucoup de, comment dire, ouais, d'analyse de layout à faire, mais pour beaucoup de formats, pour beaucoup d'inputs. Et donc tout ça, nous on le développe, hein, c'est notre API interne. Ouais, c'est Et le composant qui vient au-dessus, j'allais dire, du LLM et qui permet d'avoir des extractions de qualité, quoi. ouais, ouais, absolument. Et D'accord. c'est vraiment, tu utilises le bon terme, ça vient au-dessus du LLM et pas en Ouais. dessous. C'est vraiment qu'on utilise vraiment le LLM en fait comme une petite brique supplémentaire en fait, hein. Et d'ailleurs, on fait pas tout avec du LLM. Et en fait, plus ça va, et moins on fait de choses avec du LLM. À la fin, on va se rendre compte que le LLM, c'est bien pour faire des résumés et puis générer des réponses et puis faire du function calling, quoi. Pour tout le reste, il y a beaucoup d'autres méthodes à l'état de l'art ouais, qui permettent d'aller un petit peu plus loin, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de merger voilà, dans le même système, quoi. D'accord. Ensuite, voilà, pour parler ouais, des composants LLM prêts à l'emploi, comme je disais, ça, c'est les familles qu'on a vraiment identifiées et que nos clients nous demandent, nos utilisateurs. Donc, on en rajoute petit à petit. Et donc là, on retrouve nos trois niveaux de classification, en fait, entre l'extraction, c'est un petit peu l'icône avec l'aimant, quoi. La classification avec le tag, et puis tout ce qui est génération, transformation, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, on fournit des systèmes vraiment de haut niveau d'extraction de données structurées. En entrée, vous pouvez mettre des documents, du texte, n'importe quoi. Et derrière, ça va faire une extraction structurée, conforme à un schéma d'entrée que vous aurez défini a priori, quoi.
l'analyse de sentiments, pas que de sentiments, aussi d'émotions, de sarcasme, on regroupe tout ça dans la même catégorie. C'est un processus, ouais, là c'est vraiment un processus de classification, il n'y a pas de nuance, je dirais. Donc on a des traducteurs, des réécritures, des systèmes pour écrire du texte avec des tonalités particulières, ça c'est sympa, ça marche bien. D'extraction de mots-clés, tout ce qu'il faut pour faire de la reconnaissance d'entités nommées d'une ère comme plus familièrement dans ce monde-là et détection de données personnelles. Alors là, on l'a mis dans la catégorie extraction, parce qu'on utilise des LLM, mais il faut savoir que ça, c'est des processus clairement de classification à la base, qui utilisent plutôt des modèles BERT, qui sont des modèles avec juste un encodeur. Et derrière, bon, on va tokeniser et on va associer un label à chaque token, quoi. Donc avec du LLM, c'est de l'extraction. Pourquoi c'est de l'extraction? Parce qu'on part de données qui sont générées, quoi. Donc en gros, c'est pas du tout les mêmes architectures de modèles. Et quand je parle d'état de l'art, par exemple, les modèles BERT pour l'instant sont à l'état de l'art comparé au LLM, même au plus gros LLM, quoi. Il vaut mieux avoir un petit modèle BERT de 300 millions de paramètres qu'un LLM de 80 trillions, quoi. Vous aurez de meilleurs résultats et de meilleures performances. Par contre, ça nécessite souvent des processus d'entraînement a priori. Faut l'implémenter. C'est jamais simple de mettre ça en production. Ça reste un boulot assez de spécialistes. L'avantage du LLM, c'est que ça nous permet d'aller super vite. Vous avez le truc, ça marche. Si ça marche pas très bien, vous pouvez changer de modèle, vous pouvez rajouter derrière des refiners, ce que vous voulez, et vous pouvez avoir un truc quand même assez correct qui marche rapidement, quoi. Et puis voilà, après donc d'autres systèmes de classification, vraiment de classification, vous classifiez n'importe quoi, que ce soit de la classification simple ou multiple, ça peut être classé des chiens et des chats ou des articles de presse, peu importe. Détection de langue, ça marche super bien, surtout avec du fine-tuning. Détection de langue multimodale, là vraiment, on a des performances assez incroyables. Et petite précision, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que nos systèmes de classification, par exemple, on va classifier un petit peu n'importe quoi. Partout où vous voyez une étiquette label, en gros, on est sur un système d'inférence de classification et derrière, on va générer un seul token. Donc, ça donne une idée de la force du produit, quoi. On génère juste un token. Bon, bien sûr, il faut encoder l'entrée, il faut évaluer l'entrée. Mais dans 99% des cas, on classifie avec juste un token généré. Avec des mécanismes de cache adaptatifs. Après, on a une sorte d'équivalent du garbage collector, mais pour nos contextes, KV cache, toutes ces choses-là qu'on utilise en interne. Et ça nous permet de faire des opérations de classification sur n'importe quoi, des fois en quelques millisecondes, quoi. C'est rapide, ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ultra rapide, vous pouvez le paralléliser. Ça marche vraiment bien, ça marche avec des tout petits modèles, c'est top, quoi. Et ça, c'est clairement quelque chose la première chose qu'on a expérimenté, c'est la classification. Au début, ça marchait, enfin, c'est pas possible, quoi. Il fallait, si vous voulez mettre en place un système de classification, un token pour avoir une latence optimale et surtout un contrôle strict sur l'intégrité des données, tout ce que vous devez mettre en place, il y a eu boulot, quoi. Il y a 2 ans, il y a 2 ans d'archi, quoi. D'accord. Donc voilà, on en est là pour ça, quoi. Donc on est sur on n'est pas seulement sur du LLM,
Et en plus, on n'est pas vraiment sur du LLM, on est plus sur du SLM, même Mhm. si ça veut un petit peu rien dire. C'est quoi un SLM? C'est un petit LLM. À partir de quoi on définit qu'un LLM est un SLM? Ça, j'ai jamais trouvé l'info. Mhm. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est de faire tourner un maximum de cas d'usage sur des GPU à $300, quoi. Mhm. À terme, les opérations de classification, par exemple, sur CPU, ça marche assez bien. C'est quand même lent, mais ça marche. Quand je dis lent, c'est que ça met 2 secondes, hein, pour classifier quelque chose, mais ça peut être rédhibitoire quand même, surtout que ça utilise après 100% du CPU. L'avantage du traitement GPU, c'est que On peut donc, paralléliser. vous pouvez faire autre chose sur votre machine pendant que le traitement opère, quoi, hein. Donc, Mhm. avec un petit peu d'UX, on arrive généralement à faire des trucs super sympas, quoi. Euh, donc, on va vraiment supporter plusieurs types d'architecture de modèles, plusieurs types d'IA, hein. Donc, du LLM, du VLM, mais en gros, c'est des tenseurs qui vont se rajouter au-dessus de LLM, hein. Ça, on reste sur des architectures qui sont assez similaires. De l'embedding. L'embedding, souvent, l'embedding, je ne sais pas, c'est inutile de préciser ce que c'est. Ça permet d'un peu de vectoriser du contenu texte ou de l'image, Mhm. hein, Ouais. dans un espace vectoriel pour après faire des opérations de rapprochement, par similarité, tout simplement. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a à la base de tous les systèmes de RAG, hein, Ouais. a priori. Et vous le faites Euh, aussi bien sur du texte que sur de l'image, quoi. voilà, on fait du texte et de l'image. Et on le fait, Ouais. ce qui est chouette, c'est qu'on peut le faire dans le même espace vectoriel. C'est-à-dire que D'accord. vous créez une base vectorielle. Petite précision, on peut créer des bases vectorielles dans une structure qui est connue par LMKit, c'est-à-dire sans utiliser de base de données externes comme Qdrant Mhm. et sais-je. On a vraiment un système de base de données vectorielles qu'on vous fournit, qui est très bien pour des petits volumes, jusqu'à un million de documents, par exemple. Donc, dans ces modèles d'embedding texte et image, on va pouvoir mettre des images, on va pouvoir mettre du texte, vous allez pouvoir faire une recherche sémantique qui va après être vectorisée, et on va pouvoir, dans la même base, chercher à la fois des images ou du texte. D'accord. Donc, Ouais. on peut imaginer, vous pouvez vous faire votre petit Google en gros, hein, Mhm. vous tapez votre recherche, ça vous renvoie par ordre de pertinence tout le texte qui se rapproche le plus à votre requête, mais aussi à la fois les images, quoi. C'est, ça peut être sympa pour des systèmes. Enfin, nous, on travaille dans la gestion de connaissances. On a une boîte qui fait de la gestion de connaissances et souvent, sur des portails, les gens cherchent, Mhm. ils rendent des expressions sémantiques et derrière, ils s'attendent à ce qu'on renvoie ce qu'ils ont indexé, quoi, hein, des images, du texte, des articles. Ouais. Et pour ça, Moi, c'est. ouais, moi, j'ai un client là qui est, en gros, ils font des interventions enfin, dans des immeubles, et quand ils font les interventions, ils prennent aussi des photos. Donc, il y a le compte rendu et il y a les photos qui sont jointes. Donc, ça peut être intéressant pour faire une recherche. Tiens, où est-ce qu'on a, je sais pas, moi, on est intervenu sur les WC dans tel immeuble, et il peut Ah faire oui, cette recherche-là. ça se tente. Ouais. Ça se tente. Ça se tente. Ouais, je dis ça se tente, hein, parce que vraiment, la RAG, Ouais. c'est sportif, quoi, hein. C'est pas magique, hein. Ouais. Donc après, on fait justement, pour rester un petit peu dans la RAG, on fournit aussi des modèles de re-ranking. Alors, je sais même plus comment on dit en français. Ça permet une fois, le système de RAG, c'est bien pour attraper ce qui se rapproche le plus sémantiquement du même domaine. Les re-rankers, ça va permettre de vraiment préciser. C'est-à-dire qu'on va prendre les réponses, par exemple le top 10 des réponses, on va mettre en place un re-ranking et ça va vraiment travailler beaucoup plus sur le contexte. Mhm. Un re-ranker, en gros, quand quelqu'un fait une recherche,
à la fin, vous avez des vecteurs, vous avez des petits chunks qui correspondent généralement à des parties, soit d'un document, soit d'un prétexte qu'on a fourni. Et le re-ranker va vraiment permettre, en prenant en fait votre document source, enfin, votre requête en entrée et les résultats, de recontextualiser et finalement d'affiner, ce qui vous permet après d'affiner un petit peu le score. Et souvent, vous vous rendez compte qu'il y a 30% des requêtes qui sont, enfin des résultats qui sont réajustés, quoi. Mhm. Donc après, on a des modèles de speech to text, c'est probablement le truc auquel tu faisais référence. Ouais. Donc d'ailleurs, on a câblé tout un système pour bien supporter l'audio wave, qui était assez galère, quoi. C'est un truc que j'avais jamais regardé. Et en fait, la grosse difficulté, c'est pour, disons, compresser du wave en 16 bits, parce que c'est généralement ce que prennent les tenseurs d'entrée des modèles. Ouais. Et ouais, c'est compliqué. Mhm. C'est pas des divisions, quoi. Mhm. Donc là, on a un truc qui est vraiment sympa. Vous mettez n'importe quel type de wave, derrière, ça fait la quantisation à la volée, et ça va vous faire ce qu'il faut. Avec en plus des systèmes on le voit en dessous, c'est le Voice Activity Detection. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des trucs qui permettent de détecter quand ça parle. Donc imaginez, vous avez un wave de 200 mégas, ou de 2 heures, peu importe. Vous imaginez que si on l'envoie sur un moteur STT, ça va être super long à digérer, quoi. Mhm. C'est très très long. Et donc, ça permet de très rapidement de détecter quand il y a de la parole, en fait, sur ces flux audio, et ce qui permet finalement d'envoyer juste les segments où il y a de l'audio au modèle STT. Et généralement, on se D'accord. rend compte que c'est au plus gros 50%, et souvent autour de 10-20%, quoi. Mhm. Donc là, on utilise ces technologies-là. De la segmentation d'image, c'est de la détection de background. C'est assez en vogue, en fait, hein, ça, dans l'IA, de détourer les images, de détecter le background pour juste garder des objets, des personnages, des trucs comme ça. Comme toi en ce moment, tu as ton arrière-plan qui est flouté, quoi. Exactement. D'accord. Voilà, ça peut permettre de faire ça, ouais. Mhm. Et derrière RNN, il y aura une neural network pour les citer. Par exemple, on embarque des technologies OCR. On n'est pas sur du transformer. Là, on est encore sur du RNN. Ça marche plutôt bien pour la reconnaissance, et surtout, c'est hyper rapide sur CPU. Donc, on va tout préciser qu'on est vraiment multi-architecture, quoi. Ouais. Mhm. Et puis l'installation, pour finir sur ces slides de présentation. Voilà, enfin, je pense que tout le monde est familier avec le système de Nugget, hein. Si vous avez une carte NVIDIA, c'est 2 commandes: install package lmkit.net, et puis ensuite backend.cuda12.windows. On supporte CUDA 13 d'ailleurs, on a une version CUDA 13. Ouais, j'ai vu, ouais. Et qui d'ailleurs que je suggère d'utiliser, hein, parce que ça va quand même plus vite. Mhm. Et puis voilà, un lien vers un catalogue de modèles. Si je clique dessus, alors j'espère que ça va marcher sur mon écran. Ouais, vous voyez bien mon écran. Ouais, ouais. On tombe sur ce lien qui liste un petit peu tous les modèles. Alors nous, les modèles qu'on liste, vous pouvez utiliser beaucoup d'autres modèles. Ça, c'est des modèles dont on fournit un ID, et qui, en fournissant un ID, en fait, ça va charger les modèles qui sont sur notre repository chez Hugging Face. Mhm. Et ça vous permet d'avoir une utilisation assez rapide. Nous, on sélectionne vraiment les modèles qui nous font dépasser l'état d'air. On a vraiment une approche rigoureuse, c'est-à-dire qu'on a des benchmarks dans tous les sens, et quand un modèle sort, on va le tester sur toutes nos tâches,
on va essayer de l'intégrer au mieux. Et quand on voit qu'on bat des scores, on le met dans le catalogue. Et si c'est un modèle d'une même famille, on va déprécier, je dis entre guillemets, c'est-à-dire on le supporte ad vitam aeternam, mais on suggère d'utiliser les dernières versions parce qu'il n'y a plus lieu d'utiliser les versions précédentes. Et on intègre ça donc dans notre catalogue. Oui, avec les tags qui indiquent ce sur quoi ils sont spécialisés, quoi. Oui. Ce qu'ils supportent, oui. Oui, absolument. Ouais, j'ai oublié de mentionner ça. Ouais, absolument. Et donc voilà, ça c'est notre modèle de catalogue. Si vous allez sur notre GitHub repository où on héberge tous nos exemples, alors on se doit toujours de mettre des exemples en framework 4.6.2. Hein. Oui, non, mais c'est important, oui. Ouais. Ça fonctionne aussi avec le .NET Framework 4.6 ou 4.6, 4.7, 4.8, quoi. Ouais, on a un .NET Standard 2 en version minimale et donc qui tourne à partir du 4.6.2, quoi. Ouais, d'accord. Et bien sûr, un .NET 9 pour les exemples. Ouais, absolument. Donc, idéalement, vous allez là-dedans, vous regardez ce qu'il y a dans cette version-là qui sont sur .NET 9, je pense. Oui. Bientôt sur .NET 10. Il y en a quelques-uns en 8, je crois. Si je me... Ah, ouais, on peut pas tout faire bien. Hein. Ouais, il y a eu des oublis. Ouais, il y a des oublis, probablement, on fait au mieux. Faut pas hésiter à nous en faire part, hein, d'ailleurs, parce qu'on corrige assez vite. Et donc, on fournit plein d'exemples sur plein d'aspects différents. Si des utilisateurs ont besoin d'exemples particuliers, il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer un mail. Et puis, nous, on essaye d'époque, de mettre en place des POC. Et pour certains, on va charger des modèles avec ce fameux modèle ID. Et pour d'autres, en fait, pour la majorité des autres, on cherche depuis des liens URI. Pourquoi on fait ça? C'est pour pas que l'utilisateur pense qu'il est limité juste avec des ID de modèles, et surtout qu'il pense qu'il est lié à nous, en fait. Parce que ces modèles, il peut les télécharger, il peut les avoir en local, il peut les exécuter de sa machine. Donc on peut vraiment charger des modèles depuis des URI, depuis des fichiers en local, ou en utilisant un autre modèle ID, mais là vous tapez dans notre catalogue sur Hugging Face. C'est des repos qui sont publics. Et puis voilà. Ouais, et puis qui sont mis en cache. Enfin, c'est le même principe de fonctionnement que pour Foundry Local. Là, on est dans le App Data, on a le cache qui est mis, quoi. Ouais. C'est et puis surtout vous avez accès au répertoire. Vous pouvez choisir votre répertoire et vous avez disons des modèles qui sont dans comment dire dans le format public, quoi. Hein. C'est pas vous pouvez les changer comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de. Alors justement, on va parler un petit peu au niveau de la licence. Comment ça se passe? Alors au niveau de la licence, c'est très simple. Tout LMKit dans la version actuelle est gratuit. C'est-à-dire, nous, on a compris un truc très vite, c'est qu'on n'allait pas gagner d'argent avec en face du Semantic Kernel, du Oliama et tout ce genre de choses. Donc, tout ce que vous avez dans le kit de développement, c'est gratuit. Et là, nous, on essaie de gagner de l'argent, c'est sur l'entraînement de modèles. Donc, si je retourne sur mon catalogue de modèles, par exemple, voilà, LMKit Task Preview, en plus c'est en preview, c'est le seul truc qu'on facture. Donc, comme c'est en preview, vous imaginez, pour l'instant, on n'a pas facturé beaucoup, pour ne pas dire rien. Mais nous, notre approche, en tout cas pour l'instant, c'est on veut continuer, on veut avoir un impact, on veut contribuer. On est hyper content d'être utile. Hein. On a des super retours, c'est hyper motivant. Donc on veut pousser beaucoup plus loin. Et pour l'instant, donc, on fournit tout gratuit et
à l'exception de ce modèle-là, Mhm. qui permet d'augmenter l'accuracy sur, pas la vitesse, hein, c'est seulement la précision, sur des tâches complexes d'extraction, de classification, d'extraction et de classification principalement. Mhm. Derrière, c'est ce que je précisais en intro, c'est un modèle, un zip en gros, avec dedans plusieurs modèles, des adaptateurs, et le système orchestre automatiquement ce qui doit être utilisé pour obtenir le meilleur des tâches. D'accord, ouais, donc en gros, c'est par rapport à notre projet, vous faites une analyse, vous voyez quels sont les différents modèles qui sont pertinents par rapport au projet et vous en fournissez un unique qui sera véritablement adapté au projet, quoi. Voilà, pour Si je me l'instant, retiens bien. ouais, c'est un unique et c'est basé sur Gemma 4. Mhm. Mais on va fournir d'autres modèles. Notre but, c'est de fournir des modèles de tailles différentes. En fait, pour l'instant, nous, on se rend compte que le gros de la demande, il est sur du 4 trillions paramètres, pardon. Mhm. Et donc, on est vraiment focus, ouais, sur cette taille-là, mais j'imagine que ça va évoluer. Et puis on a besoin que Google, Facebook et toutes ces boîtes-là, ils nous fournissent des modèles plus petits et super performants. Et Mhm. quand ça arrive, on saute dessus, on développe nos adapteurs. Et puis si on augmente la précision, la vitesse, on fournit quelque chose autour, quoi. D'accord. Et deuxième chose, c'est que on a une version serveur qui permet d'aller sur tous les langages, quoi. C'est un petit peu un mix entre Oliama, fonderie locale, mais derrière alimenté avec tout ce que vous avez dans lmkit.net, en fait, toutes les fonctionnalités de haut niveau. Mhm. Et là, on les intègre dans nos applis. On a des applis en Java qu'on développe, donc on les intègre là-dedans. C'est une autre approche, une approche REST, et surtout, ça permet d'avoir de l'inférence sur comment dire, des systèmes des parties, quoi. Il y a des boîtes qui nous demandent finalement de pas faire de l'inférence strictement locale sur le poste où est exécutée l'application parce qu'il n'y a pas les cartes, parce qu'il n'y a pas les ressources, Ouais. parce qu'ils ont décidé d'avoir leur propre architecture. Donc cette version serveur permet d'avoir d'être mis n'importe où dans un container Docker ou pas. Et d'ailleurs, vous mettez ça sur un serveur Windows ou Linux et c'est une API REST. Et bientôt, on va utiliser truc de Google gRPC, quoi. D'accord. Et au niveau, donc ça veut dire que contrairement par exemple à Olama, le multitâche est supporté par votre moteur. Absolument. Ah oui, oui. D'accord. Ouais. Ouais, donc on peut imaginer, par exemple, pour une petite structure, parce que j'imagine qu'on peut pas, sauf si on a une machine de guerre, hein, mais pour une petite structure avec quelques petites interrogations, proposer ce serveur pour l'ensemble de l'entreprise, quoi. Absolument. Même sur des systèmes avec des cartes graphiques, disons avec 8 gigas de RAM, ça peut le Ouais. faire, hein. Même avec Mhm. 6, mais bon, là, je veux pas non plus faire le vendeur Ouais. de tapis. Euh, c'est quand même bien d'avoir au moins 16 gigas pour honorer au moins 4 requêtes concurrentes constantes, quoi. D'accord. Euh, En tout cas, avec ce qu'on a aujourd'hui comme modèle. Et ça permet aussi d'aller sur en France, hein, il y a des boîtes qui commencent à fournir de l'hébergement IA avec enfin, de l'hébergement IA, de mettre en place des serveurs avec des tout petits GPU, quoi. Ouais. Mhm. Donc ça permet d'aller là-dessus et de ne pas acheter des cartes. Je ne sais pas si vous avez le prix des systèmes H100 pour Ouais, non. spécialiser dans l'inférence. Alors, quand j'ai vu ça, j'y croyais pas, quoi. Je me trompais. C'est pour 10 ans, en fait. Je veux pas.
Ouais. Donc voilà, ça permet cette version de serveur, c'est vraiment adapté sur des systèmes avec des ressources limitées. Et surtout, d'ailleurs, on fait du scheduling. Donc on essaye on cherche jamais tous les tensors. On va essayer de précharger ce qu'il faut en fonction des requêtes de l'utilisation. On va faire du pooling. C'est une sorte de garbage collector, mais qui essaye un petit peu d'anticiper les prochaines requêtes avec du cache à différents niveaux, des fois dans le GPU, des fois dans la mémoire, des fois dans le disque, et pour augmenter, pour diminuer la latence, et toujours pour pouvoir honorer les requêtes, quoi, hein. Vous pouvez envoyer 200 requêtes simultanées, le truc va pas planter, ça va faire du scheduling, puis ça va essayer d'honorer tout le monde le plus vite possible. Et en fait, plus il y a de requêtes en attente, mieux c'est, en fait, parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Et donc, du coup, le système s'adapte pour Optimiser. honorer. Ouais. Là, on est assez content de ce Du qu'on a résultat. fait, quoi. Ouais. Ouais. Vraiment, ça commence à bien marcher. Donc, et ça, c'est ce qu'on utilise principalement, nous, en interne, dans les solutions, dans les pro-logiciels qu'on déploie, quoi. D'accord. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait, on a fait tout le tour. Alors, si vous voulez tester donc le LMKit, bah, c'est sur GitHub, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Je crois qu'il y a juste le numéro de licence à demander pour s'enregistrer, quoi. Enfin, c'est ce qui est logique, quoi. Et puis après, vous pouvez tester et vous amuser avec. Moi, je me suis amusé avec la semaine dernière et ce week-end, là. Et c'est vrai que c'est... moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment orienté projet de façon concrète, quoi. Si on a un besoin particulier, on regarde dans les différents composants et on peut l'utiliser et avoir des résultats très rapidement, quoi. Et pas Ouais, uniquement des démos, quoi. Ouais, c'est vraiment notre approche était de répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec Ouais. des LLM, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être utile au plus grand nombre. Et donc on a eu des étapes de productisation, on a essayé plein de trucs, il y a plein de trucs qu'on a mis à la poubelle et on a gardé ça. Et aussi par rapport à ces numéros de licence, en fait, c'est vrai que quand on dit qu'il faut un numéro de licence, on a un petit peu peur, on se dit finalement c'est pas gratuit. La seule chose qu'on demande, c'est que quand les utilisateurs déploient dans leur application, qu'ils utilisent une clé de licence community. Pour déployer, c'est gratuit, c'est pour tout type d'entreprise. Nous, ça nous permet d'avoir des métriques sur l'adoption. Et puis après, on envoie 2 mails par an aux utilisateurs pour leur demander du feedback, hein, leur demander ce qu'ils pensent de notre roadmap. Et puis ça se limite à ça. Et quoi qu'il en soit, l'utilisation, il n'y a pas besoin de clé. Vous pouvez tout faire sans clé. La clé, en fait, ne change rien. Ça va juste passer une variable statique à vrai, comme quoi le truc il est enregistré, quoi. D'accord, ok. C'est plus sur un aspect légal, Ouais. un peu informel. Nous, ça nous permet de savoir si on a de l'adoption, si le produit a des tractions, quoi. Ok. Bon, bah écoute, merci pour cette présentation. J'invite tout le monde à au moins le tester une fois pour voir ce que ça donne. Et je vous dis, l'avantage c'est qu'on peut faire des tests sur des exemples concrets très très rapidement, quoi. Ouais, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ok, bah merci, et puis bonne journée et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Richard. Merci, ciao.